Bonjour à tous, ici Pierre St. George, aujourd'hui cinéma survivaliste, 10e mouture. Alors aujourd'hui nous allons parler du film qui traite de la résistance des frères Bielski en Pologne et en Biélorussie. Euh, le film en anglais s'appelle Defiance et je n'ai aucune idée de comment il s'appelle en français, en fait j'ai oublié. Mais je l'ai vu en anglais quand il est sorti, je crois que c'est en 2009. Un film qui parle en fait de ce que en fait, on devrait faire lorsque notre pays est occupé et lorsque nous sommes euh, pourchassés pour qui nous sommes, pour notre race, notre religion ou notre... enfin, à partir du moment où on est chez soi, hein, évidemment. Ici, en l'occurrence, il s'agit d'une famille de 4 frères, donc les frères Bielski, dont l'aîné, Tevla, va, suite à évidemment l'occupation allemande de la Pologne, Pologne du côté oriental, donc ça se passe en 41, donc ce n'est pas la Pologne qui a été envahie par l'Allemagne, c'est la Pologne qui a été envahie par l'Union soviétique. Et donc cette famille juive, qui en a rien à foutre des Allemands et des Polonais à la limite et des Russes, va se retrouver, suite à l'invasion ensuite de l'Union soviétique par l'Allemagne, euh, occupée, enfin sous domination de l'Allemagne nazie. Et là, évidemment, sous dénonciation de la population locale et on va dire, des collaborateurs avec l'occupant allemand, qui probablement étaient ravis de n'être plus sous l'occupation soviétique, au lieu de finir dans le ghetto, je ne sais plus quelle était la ville, est-ce que c'est Łódź, bon, ou Lublin, je ne sais plus, quelle était la ville la plus proche, mais enfin, en tout cas, au lieu de justement finir comme du bétail parqué dans on va dire, un centre de réfugiés, ou un ghetto, je ne sais pas comment on peut l'appeler, en tout cas à l'époque ils appelaient ça les ghettos, en souvenir de l'époque médiévale, ces 4 frères juifs décident, et puis bien sûr leur famille subit des pertes, il y a, je crois, leurs parents sont tués, eh bien, plutôt que de finir dans un ghetto, ils décident de s'enfuir dans la forêt. Alors ils partent un peu avec leurs bites et leurs couteaux, je crois qu'ils ont quelques armes, mais ce sont des fusils de chasse, rien de plus, et quelques armes qu'ils récupèrent sur l'officier de police du village, en gros, et, euh, et se retrouvent dans la forêt. Et là, c'est très intéressant parce qu'il ne s'agit pas simplement, c'est pour ça que dans ce sens-là, le bushcraft est à la fois intéressant et stupide, c'est-à-dire intéressant parce qu'il vous apprend des techniques comment vivre dans la forêt, comment vivre dans la nature, comment dormir dehors, comment fabriquer des outils, des abris avec les moyens du bord, avec comment faire du feu, donc se chauffer, s'abriter, se nourrir dans la nature. Et ça, c'est l'aspect très très bien. L'aspect stupide, c'est que si vous vous organisez pas, on va organiser des battues, c'est ce que faisaient d'ailleurs les Allemands contre les partisans dans les territoires occupés. Ils avaient des unités de sécurité, souvent c'était des divisions d'infanterie de seconde qualité, de seconde zone, de seconde qualité ou de troisième qualité, avec des, on va dire des soldats plutôt âgés et de l'encadrement venant des troupes de police civile, passées dans le militaire. Ces divisions de sécurité étaient capables de ratisser des zones entières, de fouiller des maisons, des villages, des villes, et ont développé d'ailleurs des techniques de lutte antipartisane qui s'est après-guerre d'ailleurs transféré dans l'armée, beaucoup dans l'armée française, puis dans l'armée israélienne, puis dans l'armée américaine, ce qu'on appelle les counter-insurgency operations. En tout cas, je sais que non, c'est pas juste, je me suis trompé. Il faudrait que j'aille voir, mais j'ai pas envie de couper la vidéo. En tout cas, l'acronyme c'est COIN, C-O-I-N. Counter-insurgency N, je sais pas. Ah, c'est peut-être simplement counter-insurgency en fait. Counter, C-O, insurgency, I-N. Ah ouais, ça doit être ça. Vous voyez, des fois, j'ai la mémoire qui flanche, on vieillit, on vieillit. Non, c'est simplement que je ne peux pas tout me rappeler de tout simultanément. Mais j'ai pas mal étudié ces livres. En fait, les grands. euh, Parce qu'en fait, il faut étudier. En fait, il y a très peu de résistants qui ont parlé de comment ils ont réussi à faire de l'insurrection. Il y a peu de livres parce que souvent, ils l'écrivent après la victoire. Et donc, il y a énormément d'aspects politiques qui sont ajoutés et ils embellissent énormément, c'est-à-dire ils réduisent
les défaites et ils embellissent les victoires. Et ils ne parlent pas des saloperies qu'ils ont été obligés de faire pour gagner. Donc si vous lisez les mémoires des Cubains, j'avais lu évidemment pas mal de livres et sur Mao. Vous avez, et même Ho Chi Minh, et les écrits qui ont été faits sur lui sont très techniques, mais pas assez intéressants. Alors que ceux qui ont combattu l'insurrection, souvent se sont pris plein la gueule, et parfois ils ont gagné, parfois ils ont perdu, mais il y a d'excellents excellents livres, et je vous parlerai de ces livres ces prochaines années, si j'ai le temps, mais je pense que oui. Des livres qui ont été écrits par les Allemands, justement, et on va continuer sur ce film, sur ce qui a été, sur les opérations qu'ils ont mis en place en Biélorussie, en Russie, et il y en a d'autres sur la Yougoslavie, et en fait, les Allemands ont mis en place des techniques d'anti-guérilla extrêmement efficaces, extrêmement brutales aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que ces techniques ont été reprises, j'ai oublié les Anglais tout à l'heure, elles ont été reprises par exemple par les Anglais en Malaisie, qui ont été peut-être moins brutales en Malaisie, mais très efficaces, qui ont été reprises par les Français. Donc en fait, ils ont embauché et recruté des spécialistes allemands nazis pour leur apprendre à mettre en place des techniques modernes, parce qu'en fait, bien sûr, il y avait des techniques d'anti-guérilla de l'époque coloniale, mais elles n'étaient plus mises à jour avec les moyens modernes qui étaient les chars, les moyens blindés, la rapidité de déploiement par les camions, et puis de plus en plus sont arrivés les hélicoptères qu'ont mis en place beaucoup les Américains et les Rhodésiens aussi. Et donc, voilà, les Français ont mis en place des techniques d'anti-guérilla, euh, peut-être pas très efficaces en Indochine, mais très efficaces en Algérie. On peut dire que la guerre d'Algérie était gagnée militairement par les Français, essentiellement par une lutte très efficace anti-insurrection. Elle a été perdue, évidemment, politiquement. Les Israéliens ont une expérience depuis 1967 d'occupation de territoires palestiniens, et donc ont une très très grande, et ont dû développer une grande expérience. Et ce qui est cocasse, c'est qu'ils ont embauché des spécialistes français qui eux-mêmes avaient été formés par des anciens nazis. Donc c'est rigolo comme les choses tournent en boucle. Et donc ils ont développé une grande spécialité. Et les spécialistes israéliens, une génération plus tard, ont enseigné, avec évidemment les Américains qui avaient de l'expérience du Vietnam, eh bien, les techniques d'anti-guérilla et anti-insurrection qui ont été mises en place par les Américains en Irak, en Afghanistan et un peu partout dans le monde. Et donc, il faut savoir aujourd'hui que les armées, je vais revenir au film, hein, vous en faites pas, mais il faut savoir aujourd'hui que les armées, surtout américaines, travaillent énormément l'anti-insurrection. Parce que l'un des scénarios, par exemple aux États-Unis, je ne sais pas pour la France, je sais qu'il y a un régiment spécialisé dans la lutte urbaine, mais c'est pas la même chose. Combattre en localité, toutes les armées commencent à le faire de plus en plus. Même en Suisse, hein, on a des bataillons qui sont spécialisés dans la lutte de localité. Mais j'ai un de mes meilleurs amis qui est commandant d'un bataillon qui fait ça. Mais aux États-Unis, c'est carrément que se passe-t-il en cas d'insurrection aux États-Unis? Alors, insurrection ne veut pas forcément dire rébellion, ça peut être émeute urbaine, ça peut être émeute ethnico-sociale, peu importe. Simplement, ce n'est pas juste comment dire de l'émeute, c'est aussi infiltrer des groupes terroristes, etc. Parce que le terrorisme domestique est un risque de plus en plus grand, notamment dans un monde où, dans chaque pays, il y a toutes les nationalités, les croyances et les idéologies du monde. Avant, vous aviez des Français en France, des Allemands en Allemagne. Quand on se battait, eh ben, on se battait sur une ligne de front. Aujourd'hui, vous avez toutes les nationalités du monde aux États-Unis, ou en France, ou en Angleterre, etc., et toutes les religions, et toutes les croyances, et toutes les idéologies. Et donc, lorsqu'il y a un conflit quelque part dans le monde, ce conflit est automatiquement reporté dans tous les pays du monde. Bref, les Allemands ont été pionniers dans la lutte anti-insurrection. Les soviétiques ont pas mal appris aussi, hein, bien sûr, parce qu'ils avaient l'expérience du Caucase. Mais je ne vais pas rentrer dans une autre parenthèse qui est la guerre anti-guérilla faite par l'Empire russe au XIXe siècle et au début du XXe siècle dans le Caucase et sur ses frontières. Alors, ces frères Bielski se retrouvent dans la forêt et petit à petit mettent en place de quoi survivre, de quoi trafiquer et obtenir du ravitaillement par
par des complices dans les villes et très vite entrent en contact avec des amis en fait, des troupes russes qui, encerclées, n'ont pas été capturées et on reste dans ces grandes forêts. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces forêts sont assez particulières. Ce sont des immenses forêts marécageuses sur cette grande plaine entre la Pologne, la Biélorussie et l'Ukraine, qui sont un peu coincées par des moraines et qui sont très stagnantes, avec énormément de marécages. C'est vraiment un endroit, ils ont de la chance qu'il ne fait pas plus chaud, parce qu'il y aurait des serpents en plus. Mais simplement, c'est un peu comme la Louisiane, mais les serpents en moins, donc c'est déjà pas mal. Mais voilà, un environnement assez compliqué, difficile pour les véhicules. Il faut y aller à pied ou à cheval, et effectivement, on les voit souvent dans le film obtenir des animaux, des chevaux, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que les, et en fait, les unités d'anciens militaires soviétiques, russes, qui sont aussi coupés de leur ligne par l'avancée allemande et qui se retrouvent à devoir vivoter, etc., ne collaborent pas volontiers avec des civils, finalement, qui eux aussi sont partisans. Ils vont finir par unir leurs forces plus tard. Et donc, on a, en fait, cette résistance juive qui se met en place contre l'occupant nazi. Vous voyez, les juifs et les nazis ne s'entendent pas bien. Non, non, il y a vraiment eu cette politique assez terrible d'harcèlement, bah, voilà, de persécution des juifs par l'occupant nazi, qui est assez injuste en l'occurrence, parce que quoi que les Allemands puissent avoir eu comme problème avec la population juive allemande, eh bien, dans les pays occupés, notamment à l'Est, ils y sont allés avec une sauvagerie assez impressionnante, avec la volonté clairement exterminatrice. Hein. Donc, je sais que c'est à la mode aujourd'hui de contester ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah, mais en fait, les mecs, il faut aller voir les massacres dans les villages et dans les ghettos de cette région. En Biélorussie, en Ukraine, les données sont claires, elles n'ont pas été maquillées après-guerre, elles sont vraiment fiables. Et donc, on a des milliers, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de morts tués. Lisez l'opération Reinhardt, quoi, lisez là-dessus. Bref, peu importe. Ce qui nous intéresse dans ce film, c'est qu'on a en fait ce groupe finalement de résistants, de partisans dans les marécages qui commencent petit à petit, et on voit dans ce film petit à petit, ils obtiennent un petit peu plus de ressources. Les ressources, c'est surtout la nourriture qui fait défaut, les médicaments qui sont rarissimes, qui sont déjà rarissimes dans la population civile, alors en plus dans les forêts, on s'imagine que c'est très très difficile. Il faut évidemment s'abriter, se chauffer, en plus de cela, mais aussi trouver armes et munitions, et puis communiquer avec l'extérieur. Alors, il y a toujours le concours de paysans, de jeunes, d'enfants qui rentrent et qui sortent. L'avantage de la nuit, à cette époque, il n'y avait pas encore les visions nocturnes, les radars, les satellites qui pouvaient vous traquer. Il était encore possible de survivre dans la forêt sans technologie. Et notamment, des petits groupes partisans attirent moins l'attention justement des troupes anti-insurrection. Mais évidemment, ce groupe grandit puisqu'il va faire des actions pour libérer leurs coreligionnaires, donc des juifs dans les différents ghettos. Je crois que, sauf erreur, il y a eu plus de 1200 personnes libérées, ou en tout cas qui ont pu s'enfuir de ces ghettos avant qu'ils aillent dans des camps où la condition de vie allait être pire. Eh bien, ces actes, moi je trouve très courageux, eh bien, ont permis à un millier de personnes de s'enfuir dans la forêt. Alors bien sûr, plus on est de gens à vivre comme ça dans la verte, plus ça amène des problèmes logistiques. Encore une fois, se nourrir, se soigner, gérer les morts, inévitables, pas que au combat, les maladies, l'usure, la fatigue, la faim. Et puis, armer et munitionner tout le monde. C'est que les armes sont des outils, mais les munitions sont des consommables. Et puis c'est lourd, il faut les transporter. Tout ça, c'est compliqué. Et à chaque combat, on en utilise beaucoup, voire trop. On se retrouve rapidement sans munitions. Et après on fait quoi? Et d'ailleurs, les forces allemandes d'occupation, eh bien, au bout d'un moment, vont mener des ratissages plus importants, vont mener des attaques, et ces groupes vont devoir reculer et s'enfuir. Et là, c'est très intéressant. C'est que l'idée, c'est pas de tenir une zone. Euh, on peut très bien imaginer, dans les stratégies de guérilla, il y a énormément
de stratégie où on a des sanctuaires et ensuite on va étendre le contrôle sur des zones qu'on peut contrôler pour obtenir, encore une fois, nourriture, médicaments, armes, munitions, etc. Et personnel, libérer des gens dans les prisons, ce que les Afghans ont fait, les Irakiens ont essayé de faire. Euh, et donc, faire en sorte de faire vivre ces opérations guérilla. Alors, je tiens à le dire, l'opération guérilla, elle ne fonctionne jamais s'il n'y a pas derrière l'espoir d'abord, mais aussi l'aide réelle d'une force qui va venir ensuite vous libérer. C'est-à-dire que la guérilla en Russie, si on veut, les partisans espéraient qu'un jour l'armée rouge revienne ou quelqu'un d'autre, en tout cas une armée ennemie de l'Allemagne, puisse arriver et les libérer, leur apporter le soutien nécessaire, etc. en attendant. De la même manière que les résistants français qui ont agi quelques jours avant le débarquement, ils espéraient bien qu'il y avait le débarquement. Non, mais voilà, mais ça a été beaucoup moins intense en France qu'en Yougoslavie ou dans ces pays-là. En revanche, si vous n'avez pas de soutien, de même que le Viet Cong avait le soutien du Vietnam du Nord et de la Chine et de la Russie. Donc, et le FLN avait le soutien des États-Unis et d'autres pays du monde arabe. Donc c'est tout à fait important de faire des liens. Et dans la première partie du film, on voit qu'ils n'ont pas de soutien de l'Union soviétique et des forces russes qui communiquent avec les partisans, enfin des forces soviétiques qui communiquent avec les partisans anciennement de l'armée soviétique. Donc on voit qu'ils ont dû faire cet effort d'intégrer, d'ailleurs vers la fin, le frère aîné, dont le nom maintenant m'échappe, et bien finit par intégrer les troupes qui vont ensuite être affiliées à l'armée russe, à l'armée rouge. Euh, voilà, donc on voit que ce n'est pas simple, on ne peut pas juste partir, et ce film le montre très bien, c'est qu'autant c'est extrêmement courageux et c'est admirable face à un ennemi de se dire non, je ne serai pas prisonnier, je ne serai pas du bétail, je m'enfuis, je vais dans la forêt, je vais dans la campagne, dans d'autres cas ça pourrait être je deviens anonyme dans une ville, c'est pas évident non plus, mais ça peut exister. Petite salutation à Volwest qui travaille sur ces sujets. Eh bien, à ce moment-là, il faut aussi se préparer à ça. Là, ils n'étaient pas prêts et ils ont improvisé et vraiment chapeau. Mais c'est quelque chose à réfléchir, à préparer et ça fait partie des choses que dans notre approche survivaliste, nous devrions prendre. Donc ce film est excellent. Moi, j'ai trouvé que c'était un film vraiment très très bien fait. Il y a des sous-histoires intéressantes, mais bon, pas plus. Mais disons que sur le fond, c'est un film qui doit vous faire réfléchir à si vous... Alors, imaginons que vous soyez occupé par une force ennemie, qui peut être votre propre État, ou une invasion extérieure, ou peu importe, et qui vous opprime et qui éventuellement même veut vous exterminer. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Parce que là, il ne s'agit pas, et autant j'ai beaucoup de respect et d'estime pour, par exemple, Varg Vikernes, qui, au fin fond de la France, nous explique que vivre une vie plus simple, où on ne gagne pas d'argent et on ne participe plus à la machine qui nous opprime, est une bonne idée, oui. Mais si l'État décide, ou si la puissance, la machine, justement, décide que finalement, en fait, c'est votre présence physique qu'elle veut éradiquer, c'est pas juste votre, votre force de travail qu'elle veut mettre en esclavage, ou alors votre capacité à payer des impôts. Non, non. Elle décide juste que parce que vous êtes blanc et européen, vous devez mourir. On peut imaginer ça. C'est déjà arrivé dans d'autres cieux et sous d'autres latitudes et pour d'autres personnes. L'extermination, ça existe. Je ferai peut-être un livre comme ça, qui s'appellera Sur l'extermination qui vient, ou un truc comme ça. Il faudrait que j'y réfléchisse à ça. Eh bien, à ce moment-là, et c'est pour ça que ces vidéos sont que sur Patreon, celle-ci, je la mettrai que sur Patreon et pas sur YouTube, eh bien, ça, c'est quelque chose auquel je réfléchis, c'est qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas juste un effondrement, mais si c'est une volonté exterminatoire. J'en avais déjà parlé pour ceux d'entre vous qui sont venus m'écouter à Liège il y a 4 ou 5 ans. J'en avais déjà parlé, je leur ai dit, 2020, c'est la période de l'effondrement qui commence, mais si ça s'effondre pas comme ça, ou si ça s'effondre partiellement, ou si après l'effondrement l'État reprend le pouvoir, faites gaffe parce que 2030 c'est l'extermination. On verra, peut-être que je me plante complètement, peut-être que... Mais enfin voilà, la préparation c'est, ok, l'autonomie, l'autosuffisance, tous les jours, tout le temps. Se préparer à l'effondrement, c'est un plus.
L'étape suivante, c'est se préparer à ne pas être exterminé. C'est avec plein de nuances, hein. Ça peut être par des maladies, ça peut être... On peut, comme on dit en anglais, there's more than one way to skin a cat. C'est-à-dire, il y a plus qu'une façon de tanner un chat. Alors moi, j'ai jamais tanné de chat. Et comme disait Jacques Brel, ou alors c'était pas moi, ou alors c'est parce qu'il sentait mauvais. Non, j'ai jamais fait du mal à des chats. Ça pourrait, si nécessaire, mais non, j'ai jamais fait de mal à un pauvre bête. Mais donc voilà, donc il y a peut-être plus qu'une manière d'exterminer les gens. Il n'y a pas que les camps et le manque de nourriture et les maladies. Il y a aussi les virus, il y a aussi l'effondrement qui pourrait être provoqué ou mis en place pour exterminer une partie de la population. Ça, je pense que c'est une possibilité qui est en train de se présenter aujourd'hui. Mais si ça suffit pas, à un moment, il y a autre chose. Alors, je sais, ça fait un peu parano de dire ça. Je vous dis que c'est une hypothèse. C'est une hypothèse de travail, ce n'est pas une croyance absolument ferme. Mais il se peut que les oligarchies qui aient accès au transhumanisme, là je suis en train d'aller sur des choses que je suis en train d'écrire pour les deux gros chapitres que je vais ajouter à la nouvelle version de Survivre qu'on va sortir très bientôt. Eh bien, il est possible qu'on aille vers des scénarios qui sont encore plus méchants qu'un effondrement. Mais bon, c'est des hypothèses. Puis on fait ce qu'on peut. Déjà, ayez un extincteur chez vous, ayez un flingue, ayez un peu de bouffe, de l'eau, c'est déjà pas mal. Ensuite, on y va par étapes. Je veux pas que vous vous disiez, oh putain merde, je dois monter une armée, une guérilla. Peut-être, mais plus tard. Mais pour l'instant, fais déjà ta vie quotidienne. Pense à ce qui peut arriver sur tes trajets. Est-ce que tu as un garrot dans ta bagnole sur toi? Est-ce que tu as un pansement? Est-ce que tu sais l'utiliser? Est-ce que tu as, je sais pas, un peu de bouffe, un peu de quoi tenir 2, 3 semaines, 2 mois, 3 mois en cas de bordel? Tout ça, ça va par progression. Et je sais que vous êtes nombreux à avoir compris ce scénario-là, ces hypothèses-là. Et donc voilà, moi, simplement, mon boulot, c'est d'imaginer tel un auteur de science-fiction, si on veut, à des scénarios possibles, un peu par des données, un peu par mon instinct, et un peu par voilà, pour tester les hypothèses et de s'imaginer qu'est-ce qui pourrait être fait. Après, c'est à vous évidemment de vous dire oui, non, ça paraît farfelu, ça paraît raisonnable. Je sais qu'il y a des gens qui ont une chaîne. Par exemple, récemment, j'ai écouté une chaîne de quelqu'un, je crois qu'il s'appelle Ma Ferme Autonome. Je suis plus sûr, mais enfin, il fait des bonnes vidéos et il disait, je ne crois pas, je crois qu'il peut y avoir des ruptures de normalité, mais jamais, jamais l'État va perdre le contrôle de la situation. Bah, je pense qu'il faut qu'il lise des listes d'histoire sur Rome et sur la chute de l'Union soviétique, parce qu'il y a des moments où l'État il n'avait plus de contrôle du tout. Alors après, il y a toujours un État qui revient. Malheureusement, ce serait bien qu'il n'y ait plus d'État et qu'on puisse faire confiance aux individus, mais pour ça, il faut qu'on soit beaucoup moins, et ceux qui restent, beaucoup plus responsables et intelligents. Mais bon, c'est un autre sujet. En revanche, euh, c'est tout à fait possible que les États disparaissent très vite parce qu'ils sont plus capables. Je veux dire, mais par exemple, tu prends un État comme la France, mais l'armée française, c'est 100 000 hommes. Elle est, en enlevant 50 000 qui désertent, puis en rajoutant 50 000 recrues de force et volontaires, bah 100 000 hommes, tu tiens pas un territoire comme la France, tu contrôles que dalle. Tu as déjà de la chance, tu contrôles, tu protèges les élites pour la continuité du gouvernement. Mais puis en plus, tu dois rapatrier des troupes de la moitié du monde. Enfin, comment tu tiens un pays? Puis t'as pas la, physiquement, t'as pas la capacité. S'il n'y a pas de pétrole, tu ravitailles que dalle, tu ravitailles rien du tout. Non, non, et donc à ce moment-là, il n'y a plus d'État. Alors oui, il y a un mec dans un bunker avec un régiment d'infanterie à taille réduite qui l'entoure, qui croit être l'État et qui croit qu'il contrôle le pays. Mais c'est comme Hitler dans son bunker, qui croit encore déplacer des armées, mais en fait, il déplace rien du tout. Et il contrôle son bunker et les 3 km² autour. Puis c'est tout. Alors oui, dans ce sens-là, oui, l'État existe toujours, mais vous savez, justement, en Pologne occupée, il y avait un État polonais, mais à Londres, et il contrôlait sa maison, son ambassade, et c'est tout. Il ne contrôlait pas la Pologne. Donc, alors à terme, oui, ils sont revenus. Enfin, en l'occurrence, c'est pas eux, c'est les mecs qui étaient protégés par les soviétiques. Mais pendant les 4 années où les Polonais n'ont pas eu d'État polonais indépendant chez eux, qu'ils ont eu l'occupation d'abord germano-soviétique, ensuite allemande et ensuite soviétique,
putain, ils en ont bavé. Donc c'est aussi à ça qu'on se prépare. Je veux dire, à long terme, de toute façon, on est tous morts, mais c'est le processus, et donc c'est imaginer les 5, 10, 20 prochaines années qui sont intéressantes. Et c'est à ça que je m'attache. Bref, je vais vous faire la vidéo des vœux demain matin. Nous sommes le 31. Il faut que je monte à la ferme. À bientôt!